Bonjour et bienvenue dans Télématin, Bruno Retailleau. On voit une nouvelle journée de mobilisation dans les hôpitaux. Il y a eu les milliards du Ségur, il y a l'enquête flash demandée par Emmanuel Macron avec ses réponses prévues pour le mois de juillet. Et pourtant, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les hôpitaux français ? D'abord, bonjour Thomas Soto. Il faut réformer. Vous avez raison, les premières grèves, c'était il y a 3 ans, 2019. Depuis, il y a eu Ségur de la santé. Ce sera plus de 10 à 12 milliards cette année, beaucoup d'argent. Sans compter les augmentations de salaire. Exactement. Et puis, il y a cette fameuse mission flash. Et alors, les décisions. Il faut réformer. Vous me posez la question, que doit-on faire ? Il faut réformer. Au Sénat, on a fait une commission d'enquête. Les solutions, elles sont là. Mais comment réformer ? C'est quoi les solutions ? La solution, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait plus de médecins généralistes. Une proposition très concrète, on allonge, comme les autres spécialités, la 3e année, on en fait une 4e année, ça fait 4000 de 3e cycle de médecine générale, ça fait 4000 jeunes médecins qu'on peut libérer sur tous les territoires, dans les déserts médicaux, et ça permet de désengorger les urgences. Aussi, il faut réformer l'hôpital. Il faut obliger ces médecins généralistes à aller s'installer dans les déserts médicaux ou pas ? Pendant 1 an, non, on fait une 4e année d'études, comme les autres spécialités. Et pendant cette 4e année d'études, c'est une année de consolidation, de professionnalisation, et ils doivent la faire pendant 1 année dans un désert médical. Ça participe de leur formation. Ils auront d'ailleurs un médecin référent. Donc, première chose, on désengorge l'hôpital. Deuxième chose, on débureaucratise l'hôpital. On a vu pendant le Covid que les choses s'étaient mieux passées. Pourquoi ? Malgré la tension. Pourquoi est-ce que les choses se sont bien passées ? Parce que le personnel soignant... Parce que les médecins ont pris le pouvoir. Exactement. Il faut remédicaliser la gouvernance de l'hôpital. Il faut des patrons de l'hôpital qui sont des médecins ? Pas forcément, mais en tout cas que les grandes décisions puissent être prises par des médecins et puis faire en sorte qu'on ait un hôpital qui ne soit pas organisé de façon industrielle, en grand pôle, mais plutôt de façon artisanale, avec le chef de service, avec ses chefs de clinique, avec ses infirmières, ses aides-soignantes. Bref, débureaucratiser l'hôpital parce qu'on en crève. Voilà, tout simplement. Mais il faut réformer. Malheureusement, c'est la méthode Macron. Toujours plus d'argent public et peu de réformes. Et quand vous mettez beaucoup d'argent public sans la réforme, vous ne traitez pas le problème. Et aujourd'hui, regardez les infirmières. Une étude de la semaine dernière montre que 100 000 infirmières vont quitter le métier parce qu'elles sont épuisées. Bien sûr, il faut les revaloriser. Il faut les retenir d'urgence ? Bien sûr, il faut les revaloriser. Mais surtout, c'est le problème du sens, le travail. C'est terrible, c'est un paradoxe parce que un métier d'aide-soignant, un métier d'infirmière à l'hôpital, c'est vraiment des métiers qui ont beaucoup de sens. Et pourtant, l'épuisement vient pas seulement parce qu'elles sont mal rémunérées, mais parce qu'elles n'ont plus de sens, parce qu'elles sont tracassées par l'administration et on les détourne de leur travail. Bruno Retailleau, suite à un refus d'obtempérer samedi soir, on en parlait dans le journal, ça s'est passé à Paris, des policiers ont ouvert le feu sur un véhicule. La passagère de ce véhicule a été tuée, ce qui a provoqué ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. La police tue et le groupe factieux Alliance, qui est un syndicat de police, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand ? La justice s'est bien sûr saisie de cette affaire. Les 3 policiers sont en garde à vue. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur ce sujet ? Est-ce qu'on ne peut pas simplement laisser la justice faire son boulot ? Première chose, les propos de M. Mélenchon sont intolérables et ces propos montrent qu'il est d'extrême gauche. Première chose. Deuxième chose, bien sûr... Il doit s'excuser ? Bien sûr, il doit des excuses. Il doit des excuses aux policiers. Je voudrais simplement lui rappeler que chaque jour qui passe, aujourd'hui, il y aura une centaine de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers qui auront affaire à des violences. Voilà, ils sont en première ligne, en réalité, de l'ultra-violence que génère notre société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par ailleurs, de dérapage possible de policiers. Bien sûr. Dire qu'il y a des dérapages d'individus ne met pas en cause l'institution. Absolument. C'est vraiment toute la différence. Il y a évidemment, là, aujourd'hui, une enquête. Il y a 3 policiers qui étaient encore hier soir et sans doute ce matin en garde à vue. Encore en garde à vue. Laissons la justice. Simplement, une simple réflexion. Quel est le responsable de ce drame ? Parce que quand il y a une vie humaine qui est enlevée, c'est un drame, quelles que soient les circonstances. Est-ce que ce sont les policiers ou est-ce que c'est ce conducteur qui d'abord s'est soustrait à un contrôle de police et qui a foncé qui a foncé en face de ces policiers qui se sont sans doute retrouvés en état de légitime défense ? Ça, c'est la justice qui va le dire. Mais donc attention, je crois que les policiers et les gendarmes ont fort à faire aujourd'hui. Il y a une ultra-violence. Donc vous dites ne nous trompons pas de responsables. Ne nous trompons pas de responsables, mais il faut aussi arrêter une forme de laxisme judiciaire. Je crois que le problème de l'insécurité en France, et on l'a vu aussi au moment du Stade de France, il y a des bouffées de violence, d'ultra-violence, qui méritent là aussi qu'on sorte d'un laxisme judiciaire, qu'il y ait des sanctions qui soient prises et qui soient surtout appliquées.
Autre polémique qui monte, elle concerne l'épidémie de tenue islamique dans les écoles. Je mets des guillemets parce que ce sont les mots de nos confrères de l'opinion dans un papier en fin de semaine. Ça a fait réagir Emmanuel Macron qui demande de la clarté sur les chiffres. En clair, personne n'en sait rien. On est dans le fantasme ou dans la réalité là-dessus? Non, non, mais on est dans la réalité. Et Emmanuel Macron est, une fois de plus, dans le déni. Ah bah non, parce que là, il dit qu'il veut la clarté sur le sujet. Il veut les compter, mais les rapports des proviseurs, des principaux sont assez clairs. On est en face, à nouveau, on fait face à une poussée islamiste, c'est-à-dire à une offensive. En 2004... Vous avez des chiffres, vous avez des faits ou c'est un En ressenti? 2004, ce n'est pas un ressenti du tout, ce sont des proviseurs et des principaux, donc des chefs d'établissement, qui savent ce qui se passe dans leurs établissements. Et on les laisse en réalité aux prises de cette poussée islamiste, cette nouvelle offensive. On a fermé la porte au voile en 2004. Et ces tenues islamiques tentent de rentrer, si j'ose dire, par la fenêtre. Il faut évidemment faire respecter la loi. La loi de 2004 ne s'applique pas simplement au voile, elle s'applique à tous les signes ostentatoires, les signes religieux. L'école de la République doit être un sanctuaire. Est-ce qu'il faut en revenir à cette vieille question de l'uniforme à l'école? Je pense que oui. Je pense que... Alors, l'uniforme, il n'y aurait pas pour moi un uniforme qui soit le même partout en France. C'est quoi? C'est la il y aurait des blouse, c'est tenues des interdits, communes. Il y aurait des tenues communes qui seraient décidées établissement par établissement. Ça peut être un jean d'ailleurs et puis un sweat. Mais il y aurait un double avantage. Le premier avantage, c'est de mettre un frein justement au marquage des corps qui prétend marquer l'espace. Parce que ce marquage des corps dit simplement on n'est pas comme vous, on se retranche de la communauté nationale. Et puis il y aura un autre objectif, un autre avantage, c'est mettre fin à la dictature des marques. Selon que vos parents ont de l'argent ou pas d'argent, vous pouvez vous acheter des marques que vous montrez sur la cour de récréation et qui, si j'ose dire, là encore, différencient Donc vous dites qu'il faut des tenues neutres. Je pense qu'une tenue commune qui serait démocratiquement décidée, établissement par établissement, en lien entre la communauté éducative et les parents d'élèves, je pense que ce serait vraiment la solution. Bruno Retailleau, ceux qui vous regardent ce matin l'ont peut-être oublié, mais on vote. On vote dans 5 jours. Premier tour des législatives. Visiblement, ça ne passionne pas les Français. On redoute encore une abstention record. Ça n'a pas l'air de passionner vraiment les politiques non plus. Est-ce que vous pouvez nous donner une seule raison de faire un détour par le bureau de vote dimanche? Ouais, je vais vous en donner une raison. On voit bien que le quinquennat débute très très mal, puisqu'on a de la procédure. Emmanuel Macron fait de la procédure. On parlait tout à l'heure d'une mission flash. On parle maintenant d'un Conseil national de la refondation. Mais les Français ne veulent pas des procédures. Ils veulent des solutions. Et Emmanuel Macron anesthésie la campagne, comme il avait anesthésié la campagne présidentielle. Ça a bien marché pour lui, d'ailleurs, il y a un mois, un peu plus d'un mois. Moi, ce que je dis, notamment aux électeurs de droite, souvenez-vous de ce qu'avait dit Jean d'Ormesson. Le regretté Jean d'Ormesson. Il avait dit entre un électeur de droite et un électeur de gauche qui va voter Emmanuel Macron, il y aura un cocu. Ben moi, je vous le dis, le cocu, ce sera justement l'électeur de droite parce qu'on a un gouvernement avec une première ministre qui est de gauche. Il ne faut pas voter Macron. Bien sûr que non. Il faut voter à droite. Il faut voter selon ses convictions. Emmanuel Macron essaie de faire un vote de peur. Il pratique, avec M. Mélenchon, la même méthode qu'il a pratiquée au moment de la présidentielle avec Marine Le Pen, faire peur. Mais l'élection doit être plus forte que la peur. Il faut les convictions. Et quand on est un électeur de droite, quand on veut que la France soit gouvernée à droite, il faut voter dès le premier tour pour des candidats de droite et LR de préférence. Ça vous plaît, son Conseil national de la refondation, alors inspiré du Conseil national de la résistance? Il dit qu'il va gouverner différent, qu'il y aura des membres de la société civile, des politiques, des associations. Non, ça vous fait sourire? Non, mais tous les 3 mois, écoutez, regardez dans vos replays, tous les 3 mois, dès qu'il y a eu un pépin, Emmanuel Macron est venu à la télévision, a fait des interviews en disant « je vais changer, je vais me réinventer ». Et là encore, il est dans la procédure. Les Français veulent des solutions. Moi, je pense que... Vous ne croyez pas au « j'ai changé » ? Mais attendez, on est à quelques jours d'une élection, le Parlement. Et le Macron nous dit, pour refonder, il faut un lieu de débat. Mais le lieu de débat dans les institutions de la République, c'est le Parlement. Donc, il est en train de dire aux Français, mais attendez, c'est pas la peine de vous déplacer, puisque c'est pas là qu'on débat, c'est pas là que ça se passe. Et il a effectivement affaibli le Parlement. Non, je pense que ce Conseil national de la refondation, c'est un nouveau machin macronien, une sorte de bidule au service d'une politique bidon. Voilà, d'illusion. On crée l'illusion qu'on va faire des choses, on n'en fait pas, on
décide pas, en réalité, encore une fois, on est sur la procédure. Il nous reste 30 secondes, j'ai 3 petites questions, je voudrais des réponses claires et précises, normalement ça s'y prête. Quand les candidats LR seront éliminés au premier tour dimanche prochain, qu'il y aura un deuxième tour entre La République En Marche et la NUP, enfin le parti de Jean-Luc Mélenchon, pour qui appellerez-vous à voter? Écoutez, je pense que beaucoup de nos électeurs voteront sans doute Macron face à la NUP, mais Ça ne sera pas une je ne consigne. donnerai pas, nous ne donnerons pas de consignes de vote parce que les consignes de vote, ça ne fonctionne plus, ça énerve même les gens. Et Les si gens c'est- sont autonomes. Et si c'est un deuxième tour avec le Rassemblement National, vous ferez barrage au Front National? Écoutez, Au on Rassemblement fera comme à national l'habitude, mais en tout cas, je pense que pas de consigne de vote. Et il faut d'ailleurs le vote de conviction dès le premier tour, si on veut que nos candidats soient au second tour, parce que quand ils seront au second tour, ils auront de bonnes chances de gagner. Qui doit succéder à Christian Jacob à la tête des Républicains, parce qu'on sait qu'il va partir? Écoutez, là, on est dans le débat des législatives. Ça sera le débat de l'été. En tout cas, une C'est le chose débat est de la semaine sûre. prochaine. Donc, Non, mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir tout refonder. Il faudra une refondation profonde. J'avais écrit qui va la porter? Il faut que ça un soit incarné. livre. Il faut que ce soit incarné, absolument. Il faut d'abord changer, enfin, il faut renouveler les idées. Il faut une droite qui soit vraiment de droite. On parlait de l'école, on en a un peu parlé, mais il faut une école qui puisse instruire, qui ne déconstruise pas, un travail qui paye, une République qui Vous protège. serez candidat? Je verrai. En tout cas, nous sommes suffisamment affaiblis pour qu'on ne se divise pas. Et j'espère que nous aurons l'intelligence collective de pouvoir ensemble déterminer celle qui d'entre nous sera le mieux placé. On fera un pack parce qu'il y a un énorme travail qui va nous prendre plusieurs années. Je pense que beaucoup de Français veulent des solutions de droite et il faut donc les accompagner. Et c'est notre responsabilité. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu dans les 4V. Merci à vous.